Comment tu l'expliques que ça ait pété aussi vite? Comme beaucoup de créateurs et profiter un petit peu du succès de Fortnite à l'époque. Pour moi, une vidéo qui fonctionne pas, elle fait 60, 70, 80 000 vues. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, c'est encore possible quelque part pour toi? À l'heure actuelle, il n'y a jamais eu autant de place sur YouTube. Aller sur LinkedIn, va aller chercher des gros clients, etc. J'ai vu la gueule des gens là-dedans. Je fais, c'est Facebook 2010, frérot. C'est une catastrophe. Dehors, quelqu'un que tu connais pas, il te dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu réponds? Il me dit, ah, fais voir ce que tu... Je dis, ah, je suis monteur vidéo et voilà. Enfin, tu vois. C'était un revenu de droit d'auteur qui t'est dû et... Ah bon? C'est cause. Regardez le sourire qu'il a. Source de revenus en plus, merci. Avant de passer au podcast, si toi aussi t'as pas le temps pour créer du contenu vertical alors que c'est primordial pour se développer sur les réseaux sociaux aujourd'hui, Nexus Clip est la solution. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour analyser les longues vidéos, détecter les moments clés et créer automatiquement des clips courts au format vertical accompagné de sous-titres animés. Parfait pour pouvoir créer du contenu court engageant. Pour cela, c'est très simple. Tu as juste à créer un compte, sélectionner ta vidéo en question et Nexus Clip se charge de créer tous les verticaux les plus engageants possibles. Tu peux même driver ses recherches. Exemple tout bête, retrouve-moi le moment où je parle des techniques de vente les plus importantes. Et Nexus Clip te sortira les meilleurs verticaux possibles et engageants sur la thématique que tu viens de demander. Nexus Clip fait littéralement le travail à ta place et te fait gagner des heures. Si ça, c'est pas royal, et évidemment, on a une réduction pour toi, utilise le code créateur, ce qui t'offrira 10% de réduction sur l'offre mensuelle. Le lien est dans la description. Allez, on est parti pour ce podcast et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Théo, le combo parfait entre le gaming et la créativité. Plus de 350 000 abonnés, Théo a parfaitement compris les codes de YouTube et les a appliqués à sa niche favorite, Fortnite. Nouvel épisode de Créateurs de succès. Aujourd'hui, on est avec Rekoba, on est avec notre invité Théo. J'aimerais bien savoir comment il décrit sa chaîne parce qu'on voit du Fortnite, on voit des jeux, on voit des pranks. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta chaîne YouTube, Théo? Moi, ma chaîne est un petit peu aléatoire. Déjà, bonjour à vous aussi. Merci de m'avoir invité, ça fait extrêmement plaisir. Ouais, pour définir ma chaîne très rapidement, moi, elle est un peu aléatoire. J'ai grandi comme beaucoup de créateurs et profité un petit peu du succès de Fortnite à l'époque. Et je suis connu aussi pour avoir été, et puis je le suis un peu encore, le duo de Unchained qui a 2 chaînes à 5 millions d'abonnés aujourd'hui. Et donc on était de base des super amis quand lui il avait 4000 abonnés, un truc comme ça, on s'est rencontrés vraiment par hasard sur une game de Fortnite en plus à l'époque en 2018 ou 19 je sais plus. Et après lui il avait 4000 abonnés, il était en live, moi aussi, ça a matché, on a rejoué ensemble, il est monté, moi j'étais étudiant, il m'a dit viens bosse avec moi et tout. J'ai arrêté mes études, je me suis mis avec lui, ça a monté avec le temps et voilà, on est là maintenant. Et puis niveau contenu, ouais, j'ai fait un peu de Minecraft, du Fortnite et tout. Parce que c'est un jeu où je suis à l'aise et j'ai fait quand je suis avec les potes, je fais des vidéos avec eux, des vidéos divertissement, on se loue une maison, une villa, un truc comme ça, puis on se fait kiffer, voilà. Mais vous êtes montés tous les deux? Vous avez une chaîne tous les deux? Vous êtes montés à 5 millions d'abonnés, c'est ça? Alors lui aujourd'hui il a 2 chaînes à 5 millions d'abonnés. Moi j'ai arrêté de bosser avec lui quand il avait 1 500 000 abonnés, un truc comme ça, c'était l'été 2021. Donc je me suis séparé de lui, on a trouvé parce que moi en fait j'étais son manager monteur et puis en même temps je participais aux vidéos, donc que ce soit les tournages, etc. Et en fait je lui ai trouvé on a trouvé quelqu'un entre guillemets pour me remplacer. Moi à ce moment-là je suis parti, je suis allé sur Paris pour en fait devenir indépendant et découvrir d'autres choses, me faire un peu plus d'expérience parce que je sentais à un moment que j'étais un petit peu peut-être limité. En fait j'avais envie je trouvais trop que j'étais dans une zone de confort et j'avais envie de sortir de ça et de me dire ok tiens viens sors de ça et maintenant avec ce que t'as là comme outil essaye de voir ce que tu peux faire, d'apprendre d'autres choses. Du coup après j'ai bossé, j'ai fait un peu de la réal, j'ai fait de la prod, j'ai bossé sur des trucs d'event, j'ai fait plein de trucs et puis après à ce moment-là quand je bossais avec lui j'avais ma chaîne YouTube, j'avais 100 000 abonnés mais sans avoir fait beaucoup de vidéos, j'en sortais une tous les 3-4 mois pour le délire, vraiment que pour le fun. Puis à un moment je me suis dit comme des gens qui te connaissent, qui te suivent, qui attendent que tu fasses des vidéos, tu vois. T'as une chaîne à 100 000 abonnés qui fait rien, qui dort. Fais des vidéos, tu vois. Et je me suis lancé en 2023. Ouais, début 2023. 1er avril 2023, je me dis, ok, c'est maintenant. Je commence à sortir des vidéos et puis ça monte. J'ai pas pris énormément d'abonnés parce qu'aujourd'hui, j'ai
je sais plus, 360 000 abonnés, un truc comme ça. Mais par contre, j'ai des vidéos qui ont fait beaucoup de vues, etc. Donc c'est devenu mon métier en fait. Et comment t'as pris au final cette voie? Parce que t'as touché au montage, t'as touché au management, donc t'aurais pu t'aurais pu lancer ton agence de management. Surtout aujourd'hui, ça s'est beaucoup développé dans le milieu de YouTube. T'avais des contacts en plus de ça, donc ça aurait pu t'aider encore plus. Même au niveau du montage, t'aurais pu gagner facilement, avoir plusieurs clients facilement et des gros clients avec les contacts que t'aurais pu avoir. Pourquoi t'es parti vers la voie finalement de la création de contenu, sachant qu'en plus de ça, en 2023, on peut se dire, alors je sais pas ce qu'il en est de Fortnite, mais je sais qu'il y avait un gros moment de hype dans les années précédentes. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'il en est, mais peut-être un petit peu moins. En tout cas, on voit moins de Fortnite, même si je pense qu'il doit y avoir encore beaucoup d'utilisateurs. Et en 2023, où on peut se dire, bon bah finalement j'ai peut-être raté le train de la création. 2018 pardon, 2017 j'aurais pu me lancer, 2023 c'est peut-être un peu trop tard. Comment t'es allé finalement vers ce choix-là alors que t'avais plein de portes que t'aurais pu choisir? Le choix il a été fait, en vrai il a été très simple, c'est-à-dire j'ai eu une grosse remise en question début 2023, du mois de janvier jusqu'au 1er avril où j'ai commencé les vidéos. Pendant 4 mois j'étais pas bien dans mes journées, parce qu'en fait j'étais en mode putain c'est quoi mes objectifs là dans 3-4 ans. J'étais en train en fait je faisais un peu de tout, j'étais en mode j'ai pris de l'expérience et tout, mais qu'est-ce que je veux faire vraiment, tu vois. Donc il y avait le côté est-ce que je crée une agence, etc. Est-ce que je deviens monteur vidéo, etc. Monteur vidéo, le truc c'est que j'aime bien, mais je me verrais pas faire ça tout le temps. C'est-à-dire au bout d'un moment j'en ai tellement fait, si tu veux, que pour moi c'est lassant. Si j'en fais trop, j'arrive plus à monter. Ça c'est un gros problème pour moi. D'ailleurs c'est pour ça que je galère à retrouver un monteur derrière. C'est que j'ai galère aussi à sortir la vidéo, c'est parce que en fait je peine à trouver un monteur. Et donc monteur vidéo c'était niette. Mais par contre t'as totalement raison. C'est-à-dire que j'avais des aptitudes si je voulais à monter pour des gros youtubeurs et gagner très bien ma vie, me mettre à l'abri sans problème, et puis faire ça tout le temps, tu vois. Mais le problème c'est que je voulais faire quelque chose de mes journées que j'aime, et tous les jours je sais que je vais aimer les faire, tu vois, pas me forcer à les faire. C'est le choix de l'entrepreneuriat aussi, tu vois. Moi je peux avoir le luxe de me faire ce choix aussi, tu vois. Il y en a à ma place, ils auraient pas eu le choix, ils seraient en mode mais frérot t'es con, fallait le faire, c'était sécurisé, tu vois. Moi j'avais le luxe de pouvoir faire un choix. Faire une agence, ça implique c'est pas si simple que ça. Je peux avoir des contacts et tout, mais voilà, là actuellement c'est en train de se mettre un petit peu en place petit à petit. Je suis avec un ami où on bosse dessus. Dans l'ombre d'ailleurs, j'en parle nulle part et à personne, j'en parle que à des proches, tu vois, puis il y a des potes qui sont créateurs. Mais ouais, une petite agence marketing et de prod sans avoir la prétention de concurrencer des bumps, des Webedia, etc. Évidemment, on reste à notre échelle, et puis on commence toujours quelque part, hein. Non, en vrai, non, pas vraiment. Je suis en mode si ça arrive un jour, pourquoi pas, tant mieux, tu vois. Mais c'est pas l'objectif, moi, dans ce que je veux faire proposer comme service, ça n'a rien à voir avec ce que eux proposent. Mais ça, pour l'instant, c'est à côté. Et puis ouais, donc je me suis lancé sur YouTube parce qu'à un moment, j'avais le truc là, tu vois, c'était à l'intérieur, j'étais en mode, c'est bon. Genre là, t'as un peu touché à tout, t'as touché à la prod, à la réal, t'as fait du marketing, t'as fait des events, t'as été dans l'ombre de YouTube, etc. Vas-y, lance-toi et vois ce que tu peux faire, fais-toi kiffer, etc. J'ai lancé, ça a pété. Ça a fonctionné, mes premières vidéos ont grave fonctionné. Après, t'as des vidéos qui fonctionnent, d'autres moins, etc. Et puis après, je kiffais, en fait. J'étais en mode, là, ça y est, non seulement ça me génère de l'argent, donc j'en vis plus. Et en plus, je kiffe le faire, tu vois. C'est une pierre deux coups. Et là, c'est tout droit après, quoi. Tu vois. Et comment tu l'expliques que ça ait pété aussi vite, du coup, tes premières vidéos? Est-ce que c'est parce que t'étais déjà un petit peu connu par rapport à ce que t'avais fait avant? Oui, ou c'est parce que t'avais acquis de l'expérience et que tu savais un peu comment référencer, comment faire une bonne minière, etc., etc. En vrai, les deux. Je sais que j'ai eu quelques vidéos que j'étais avec une chaîne justement, donc il y avait aussi quand même beaucoup d'abonnés. Les gens, ils m'ont connu pour être en duo avec lui. Donc quand ils retrouvent les duos, évidemment ils ont cliqué. Et puis même quand sur d'autres vidéos, etc., c'est juste tu sais faire une miniature, tu sais faire un titre, je sais monter. Donc à partir de là, c'est ton facteur chance il diminue. Que ta vidéo réussisse, ton facteur chance diminue, tu vois. Et aujourd'hui, pour moi, une vidéo qui fonctionne pas, elle fait 60, 70, 80 000 vues sur un mois. Donc je pense que je suis quand même chanceux, tu vois. C'est clair. On arrive grave à s'identifier à ce que tu dis depuis tout à l'heure, parce que
si on doit le ramener à notre échelle, par exemple sur ce podcast, on ressent vraiment le truc de vouloir faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui sont dans le business et tout nous disent réduisez les podcasts, faites-en moins, allez sur LinkedIn, allez chercher des gros clients, etc. Mais nous on n'arrive pas à s'y mettre parce que on n'aime pas ça au fond. On pourrait y aller pour l'argent. Mais franchement, poster des trucs sur LinkedIn toute la journée et faire, je sais pas si tu connais un peu les réseaux, mais te montrer H24, te dire regardez ce que j'ai fait. C'est beaucoup de m'as-tu vu. Ouais, exactement. Ouais. Ouais, moi aussi on me l'avait dit, on me le disait à 2-3 ans justement, quand je suis allé sur Paris pour bosser et je commençais à faire des trucs de prod réel, on m'a dit ouais mais pose sur LinkedIn, ils me bombardent et tout, tu vas voir ça va ramener des gens, et moi je suis en mode mais j'ai installé l'appli, j'ai fait un compte, j'ai vu la gueule des gens là-dedans, je fais c'est Facebook 2010 frérot, c'est une catastrophe le truc, c'est non mais vraiment, et après je me suis fait hack, j'avais jamais récupéré mon compte, j'ai fait c'est quoi tant mieux. Je retourne plus et voilà quoi. Mais ouais, LinkedIn c'est spécial, hein. C'est un monde différent. C'est un monde différent, et c'est vrai que c'est pour nous plus monde YouTube, à la limite même stream et tout. C'est vrai que se retrouver à la limite même Twitter, LinkedIn c'est complètement autre chose quoi. C'est très pro, c'est une vitrine en fait quelque part où tu vends ton image, donc il y a beaucoup de pas de fake mais tout est enjolivé. Il y a tout le monde qui se soutient un petit peu à faire. Pas le faux cul, mais presque, quoi. Ouais, bravo. Ouais. Alors qu'en vrai, ces personnes-là, elles se croisent, elles discutent même pas. Donc, c'est ça. Ouais, c'est spécial. Ouais. Mais un truc, je voudrais rebondir sur un truc que vous avez dit qui est très important, que j'ai dit aussi, mais que vous avez confirmé, c'est quand vous avez envie, on a envie de faire des trucs quand même qui nous animent, qui nous plaisent, parce qu'en fait, c'est pourquoi ça, c'est parce qu'on sait, on est dans l'entrepreneuriat, dans ce qu'on fait en fait. Bon, ça n'a rien à voir avec des mecs qui lancent des startups, le mec qui crée son auto-entreprise, qui devient maçon ou quoi que ce soit à son compte. Mais ce qu'on fait, ça reste de l'entrepreneuriat. Et donc, on n'a pas de patron. Donc, quand t'es salarié, que tu fais un travail pénible, que tu vas bosser à McDo ou un truc comme ça, oui, t'aimes pas ce que tu fais, mais t'es obligé de le faire parce que t'as quelqu'un au-dessus de toi qui va te taper sur les doigts. Nous, on a personne qui est là, on a cette chance d'avoir personne pour nous taper sur les doigts. Or, d'un autre côté, on n'a pas cette chance d'avoir quelqu'un nous taper sur les doigts pour nous motiver aussi à le faire. Donc, si notre motivation ne vient pas par un truc qui nous anime dans nos journées, de nos envies, en fait, de ce qu'on a envie de faire, eh ben, on fait pas. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est le problème que j'ai eu en 2024 et que je suis en train d'actuellement résoudre, tu vois. C'est-à-dire, 2024, j'ai fait 5 vidéos, même pas. Donc ça a fait une grande pause, mais pourquoi? Parce que j'avais du mal j'ai eu plein de problèmes perso, mais aussi parce que j'avais du mal à me retrouver, à savoir maintenant où est-ce que je voulais aller, etc. Qu'est-ce qui m'animait vraiment. Donc là, je pense petit à petit comprendre enfin. Et on verra après, là, dans les jours, les semaines qui arrivent, comment ça attendra pour moi. Mais du coup, c'était une question que je me posais en plus. Comment ça se fait que tu étais plus régulier, que tu postais plus trop ces derniers temps? Est-ce qu'il y avait une remise en question? Est-ce qu'il y avait une lassitude de YouTube, de Fortnite, etc. Ouais, c'est ça. Donc tu as un peu répondu, quoi. Ouais, c'est ça. Fortnite, en fait, tu disais tout à l'heure qu'il y avait moins de contenu qu'avant. C'est très 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 vrai. Parce qu'avant, en fait, tu faisais juste une vidéo sur le jeu. Il y avait de la hype, peu importe ce que tu faisais dessus, tu faisais un top 1, ça pouvait faire des vues, tu vois. Alors aujourd'hui, tu fais une vidéo top 1, s'il y a derrière, il n'y a pas un concept ou ta vidéo n'a pas une plus-value, ça fera rien. Parce que, en fait, les gens, ils l'ont vu 40 fois. Les gens ont déjà fait 200 top 1 dans leur vie, même ceux qui savent pas jouer. Tous les gens qui jouent. Donc, en fait, maintenant, Fortnite, c'est un support. C'est ça. C'est-à-dire, c'est un support, tu vois. C'est plus comme avant. Maintenant, c'est un support. Et quand il y a les nouvelles saisons aussi, je crois. Il y a une grosse hype quand il y a les nouvelles saisons, etc. Et puis après, ça se... C'est ça. Moi, je suis pas... Du coup, moi, par exemple, mon pote Unchained, lui, après, c'est différent. Parce que lui, il a 2 chaînes. Il a une chaîne divertissement et une chaîne gaming. Et sa chaîne gaming, de temps en temps, il va faire quelques vidéos news. Mais lui, il fait 4-5 vidéos par semaine, par exemple. Du coup, oui, de temps en temps, il va faire une vidéo sur le jeu quand il y a une nouvelle arme, quand il y a une nouveauté, etc. Il présente une mise à jour. Et puis il la poste le lendemain ou le jour même des fois, tu vois. Mais lui, c'est parce que c'est dans sa DA, c'est dans ce qu'il fait, tu vois. 4-5 vidéos par semaine, les gens, ils attendent ça aussi, tu vois, d'avoir des news quand il y a une mise à jour. Moi, c'est pas ce que je fais. Moi, je publie beaucoup moins. Moi, ça va être des vidéos... je vais essayer de chercher un petit peu plus un concept, tu vois.
sur chaque vidéo, tu vois. Je peux pas faire de vidéo news, par exemple, parce que bah déjà lui il est fait. Il y a des gens qui vont faire mieux que moi. Et puis dans l'absolu, bah c'est pas ce qui m'intéresse à faire. Voilà. Ouais, pour la petite anecdote par rapport à Fortnite, moi, pour ceux qui ont suivi le podcast, j'avais une chaîne avant en 2021-2022. C'était une chaîne de quiz, c'était ma toute première chaîne. On me voyait pas, etc. J'avais une chaîne de quiz de foot et qui faisait énormément de vues. Et je m'étais dit, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher des niches où il y a aussi une forte demande et où il n'y a pas beaucoup de création et il n'y a pas beaucoup de quiz. Et du coup, j'avais identifié la géographie et j'avais identifié Fortnite. Donc, il me manquait juste un monteur que j'ai pas trouvé malheureusement pour pouvoir me faire ces quiz Fortnite et pouvoir faire dupliquer un peu ma chaîne de quiz foot et avoir 2 chaînes qui tournent. Mais malheureusement, j'ai pas trouvé le monteur. Donc, mais oui, à ce moment-là, Fortnite faisait énormément de vues. Bon, ça a un petit peu baissé, mais il y a toujours une grosse demande quand même. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu pourrais dire parce que je suppose qu'on va en avoir quand même des jeunes créateurs qui voudront se lancer et surtout peut-être des passionnés de gaming et de Fortnite. Est-ce qu'aujourd'hui en 2024 c'est encore possible quelque part pour toi? Et si toi aussi tu veux réussir sur YouTube et en faire un business viable, ou alors que tu es un professionnel et que tu aimerais accroître ton business grâce à YouTube, n'hésite pas à aller sur créateurdesuccès.com. On va te donner toutes les clés. Oui, et je pense que à l'heure actuelle, il n'y a jamais eu autant de place sur YouTube, je trouve. Parce qu'en fait, le moment où il y a eu Fortnite, l'arrivée 2017-2018, jusqu'à la fin du confinement, tout le monde s'est mis sur YouTube, même les streamers et tout le monde vu que tout le monde était chez soi, en fait, ça a bombardé sur les réseaux, il y avait tout le monde sur les réseaux, et en fait, sur YouTube, il y avait trop de contenu, il y avait trop de contenu partout, et ça s'est beaucoup calmé sur l'après, parce que les gens sont plus confinés. Donc on revient à la réalité des stats aussi, c'est-à-dire que quand les gens sont confinés, oui, tu vas faire 1 million de vues et tout, mais c'est facile parce que les gens sont toute la journée chez eux, donc ils ont un temps infini à déverser sur YouTube et les réseaux. Mais quand les gens sont plus confinés, retournent à l'école, retournent taffer, etc., là les gens, le soir, ils ont peut-être que 1 heure. Et là, ils vont devoir faire des choix entre ta vidéo et ceux des autres. Donc là, c'est plus la même chose, tu vois. Toi, si t'as eu un petit coup de chance, etc., et que derrière, t'as pas une plus-value, t'as juste surfé sur une hype, ça va pas durer dans le temps après quand il y a eu plus le confinement. Il y a plein de créateurs aussi qui ont eu la hype de Fortnite et qui ont pas réussi à faire une transition sur d'autres jeux, sur du divertissement ou utiliser Fortnite comme un support. Et donc, pour eux, par la suite, ils ont pas réussi à faire ça, puis ça a été trop tard et ils sont descendus. T'en as peut-être qui vont réussir de temps en temps à faire des vidéos à quelques vues et tout, mais il y a plein de créateurs aujourd'hui sur Fortnite avec plusieurs millions de vues. On les compare avec il y a 3-4 ans. Leurs vues, ils ont divisé par 10 ou 15, quoi, tu vois. Et c'est pas pour autant après qu'ils gagnent pas bien leur vie, etc., tu vois. Mais en termes de stats, etc., oui, il y a plus beaucoup de gens sur Fortnite qui font des vidéos qui fonctionnent bien. Ça, je pense que mes mains suffisent à largement compter le nombre de gens qui font encore des vidéos dessus. Donc se lancer aujourd'hui sur Fortnite, c'est compliqué. C'est possible, hein. C'est possible, honnêtement, c'est fort possible. C'est pas facile. Moi, je dirais pour quelqu'un qui veut se lancer, le premier conseil, c'est de commencer YouTube sans avoir la prétention et des attentes. De vouloir en vivre. De vouloir en vivre et que ça perce, pas vouloir percer. Faut prendre son temps, si ça doit prendre 3, 4 ans, 5 ans, ça le fera. Il y a plein de gros youtubeurs aujourd'hui qu'on connaît qui ont mis des années avant de réussir à en vivre, qui étaient dans leur chambre, mais qui le faisaient pendant 3-4 ans. Pourquoi? Parce que c'était un kiff pour eux. Et moi, je leur dirais à ces gens-là, voilà, c'est tenir. Moi, j'en connais plein qui m'ont dit, ouais, c'est quoi les conseils et tout? Juste fais-toi kiffer, t'apprendras avec le temps à t'améliorer. Et surtout, ne jamais t'arrêter, parce que si t'arrêtes, ça va jamais fonctionner. Voilà, donc c'est jamais t'arrêter. Le seul truc que je pourrais dire, c'est jamais t'arrêter. Ça veut pas dire que ça va un jour fonctionner, mais si tu le fais pas, ça fonctionnera jamais. Donc le conseil, il est trop simple, tu vois, en vérité. Par contre, il est bien plus dur à appliquer, puis après, t'as tout l'aspect de... tu dois être régulier, si t'attends des retours, t'en as pas, etc. Malgré que tu fais ça pour le kiff, est-ce que ça sert à quelque chose du coup si tu passes 20 heures, 30 heures dans ta semaine à faire des vidéos et que t'as aucun retour et qu'à côté t'as du taf, tu vois moins ta famille, tu t'enfermes, tu vois moins ta copine, est-ce que ça vaut vraiment le coup? T'as plein de questions à te poser. Sur combien d'années tu peux te permettre d'attendre sans générer d'argent, etc., tu vois? Donc il y a tout ça à prendre en compte. Donc moi je dirais c'est faire sans se prendre la tête en vrai.
Et puis si ça doit fonctionner un jour, ça fonctionnera, c'est tout. C'est quoi ton taf en fait quand quelqu'un il vient et il te demande dehors, quelqu'un que tu connais pas, il te dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu réponds? Je dis je suis créateur de contenu. Ou je dis si c'est quelqu'un que je vois qui est beaucoup trop en dehors, qui est pas très jeune et qui est vraiment en dehors de ça, je vais le sentir et je vais dire je travaille sur les réseaux, tu vois. Je vais élargir et puis après je travaille sur internet. Si la personne s'intéresse, je vais lui expliquer, je vais lui montrer. Et après, si c'est quelqu'un que je connais pas trop et tout, tu sais, moi, je vais pas m'afficher. Je suis youtubeur, machin. J'ai remarqué qu'on a quand même souvent la même approche, la même réponse. Tu sais, c'est suivant en fait l'interlocuteur. Ouais. Et en fait, tu développes petit à petit si jamais la personne s'intéresse ou si tu peux penser qu'elle capte. Mais tu commences toujours assez large, assez vaste, et puis après tu. Ouais, c'est ça. Parce que après, je suis pas trop quelqu'un qui parle beaucoup de moi, je, tu vois. Donc après, quand on me demande, je dis je travaille sur internet. Puis après on me dit mais quoi, je fais création de contenu. Après des fois ça m'est arrivé des gens que je sais que j'allais jamais revoir, que j'avais la flemme de m'étaler, qu'on me dise fais voir ce que tu, je disais je suis monteur vidéo et voilà. Enfin tu vois, alors ok, voilà. Terminé, tu vois, tu veux ce qu'il sujet. tu sais qu'elle va pas te poser d'autres questions, quoi. Ouais c'est ça, mais après attention, c'est des cas particuliers, sinon je suis très fier de faire ce que je fais et ce que j'ai fait, hein. On en a parlé un peu avant le podcast parce que justement on disait qu'en tant que créateur de contenu, les gens ils s'imaginent pas le nombre de choses qu'il y a à faire et ils pensent que c'est un travail. Franchement, j'en ai fait des tafs, je pense que c'est franchement le plus difficile. Mais comment tu fais pour organiser tes jours et tes semaines? Est-ce que c'est cadré? Est-ce que c'est plus freestyle? Comment ça se passe de ton côté? C'est la freestyle. Le rire en dit long. Non, il y a zéro orga. En vérité, je veux avoir un éclair. En fait, j'ai pas d'organisation de telle date, il y a telle vidéo qui doit sortir, là, telle vidéo, etc. Alors qu'en vrai, c'est très bien, hein. Attention, je dis pas que c'est pas le bon truc, mais il y a des gens qui, je pense, moi, être organisé dans ma vie, même à l'école, ça m'a jamais réussi. Le peu de fois que j'ai essayé d'être organisé, justement, c'est les fois où justement faut pas. C'est moi, faut que ça soit un peu le bordel, que ça soit même dans ma tête ou autour de moi, etc. C'est-à-dire que si c'est comme une feuille de brouillon à l'école, tu prends ta feuille de brouillon. Moi, t'avais des gens dans la classe, leur feuille de brouillon, frérot, c'est la feuille à rendre. C'était la même chose, tu vois, hyper propre et tout. Moi, ma feuille de brouillon, c'était des mots à droite, à gauche, en bas, en haut, à droite. Tout dessiné. Et en fait, en regardant la feuille, j'ai toutes mes idées en même temps, tu vois, d'un coup. Et donc, en fait, moi, je suis plus cette team de brouillon là. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire là, demain, ça se trouve, ou même là, ça se trouve, on va arrêter l'interview, frérot. Après, je vais avoir une idée qui va pop. Je vais dire, oh putain, ça c'est trop bien à faire. Je vais la tourner, je vais la monter demain. Mardi, elle est sortie. Tu vois? Et puis après, ça se trouve, je vais en avoir une deuxième dans le week-end. Ou comme pas du tout, je vais rien avoir pendant 2-3 semaines, tu vois. C'est-à-dire, moi, je me mets pas de pression de ça parce que après, c'est là que je vais tomber dans ce truc je vais faire des trucs qui je risque de pas aimer, etc. Tu vois, il y a des vidéos que j'ai faites, par exemple, que j'ai pas aimé, que j'ai enlevé. Il y a des vidéos que j'ai faites, que j'ai commencé à monter et que j'ai arrêté de monter parce que je les aimais pas. Tu vois, mais il y en a eu plein cette année, j'ai sorti moins de vidéos, mais franchement, il y a 5-6 vidéos que je n'ai pas sorties. Parce que je les ai montées, j'ai fait, non, je la sens pas. Je fais, même si elle fonctionne, même si elle fonctionne, je fais, j'ai pas envie que les gens viennent sur ma chaîne pour voir ça. Tu vois. Je fais, est-ce que tu passes un bon moment dans la vidéo? Je sais pas. Mais moi, je pars du principe que j'ai envie que les gens, ils aient un sourire dans la vidéo à un moment, qu'ils aient un rire ou un truc comme ça, tu vois. Et en fait, s'il y a pas ça dans la vidéo, si elle est un peu tournée trop sérieuse, etc., je suis en mode, non, vas-y, c'est pas moi, tu vois. Et même le peu de fois que je l'ai fait, j'ai des commentaires qui me disent, putain, ça prend pas qu'on te voit sérieux, Théo. T'es pas en train de faire le con, et voilà. Et voilà. Et voilà. Et donc, en fait, les gens, ils attendent pas vraiment ça de moi, je pense. Et d'un autre côté, moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie que les gens, le temps de 20 minutes, ils sortent de leur quotidien, ils oublient leurs problèmes et ils rigolent, tu vois. Bah, c'est peut-être pour ça que tes vidéos font minimum 60-80K vues, comme tu disais tout à l'heure. Peut-être que cette exigence fait que, au final, ces vidéos que tu sortes pas, finalement, ça te sert puisque tu fais de meilleurs stats sur les vidéos que tu sors et ça baisse pas
tes stats, puisque la qualité de vidéo reste très très bonne sur ta chaîne. En tout cas, elle te satisfait toi, donc du coup, elle va satisfaire à ton public finalement. Ouais, mais tu sais, je me suis rendu compte il y a pas très longtemps, genre il y a quelques semaines, c'est que les vidéos qui ont mieux fonctionné sur ma chaîne, c'est les vidéos où j'ai pris plus de kiff à tourner et à monter. Mais genre vraiment. Et en fait, c'est des vidéos où moi, quand je les ai montées, honnêtement, je me tapais des barres de fou. Chacun a son humour et tout après, tu vois. Mais je montais la vidéo, je suis en mode, putain, mais on est trop con, tu vois. Et c'était mes vidéos quand je suis avec des potes, etc. C'est des vidéos où quand je suis avec des potes, ou je suis avec des gens, juste pas forcément avec des potes. J'ai fait des vidéos avec des gens que je connais pas, tu vois. Et en fait, je suis en mode, putain, c'est vrai que j'ai passé un beau moment, j'ai pris du plaisir à la monter, et ça se ressent même, je trouve, dans mon montage, que j'ai pris beaucoup plus de temps à peaufiner, etc., pour que le rendu soit parfait, pour que le timing d'une blague soit bien calé, etc., tu vois. Et en fait, c'est ces vidéos-là qu'on fait le plus de vues, qui ont pu faire 500 000, 1 million, 2 millions de vues, tu vois. Et en ayant réussi à faire des vidéos à 1 million, 2 millions de vues, avec le temps, avec le recul, il y a peut-être l'expérience, des choses que tu as apprises. Quelles sont les erreurs que tu penses avoir commises dans ton parcours qui t'ont peut-être ralenti et qu'on pourrait donner à notre audience et qui le ferait du coup accélérer de leur côté? Ne pas trop être exigeant. Surtout quand on commence. Ne pas être trop exigeant avec soi-même, avec ce qu'on propose comme contenu. Moi, je sais que je suis très chiant avec ça sur moi, j'essaie de bosser sur ça. Hein. Ça va un peu mieux petit à petit, mais c'est dur quand même. Et parce qu'en fait, quand tu commences, tu peux pas... Déjà que le fait de commencer, de pas être connu, etc., c'est un frein. Si en plus tu te rajoutes des freins, c'est compliqué à avancer, tu vois. Donc c'est vraiment baisser son exigence. Alors, faut pas du tout pas être exigeant du tout, mais il y a des fois des concessions à faire. Ça peut être par rapport au montage, au script, j'allais dire la minia. Non, la minia c'est le plus important, les gars, d'une vidéo en vrai. Mais c'est le seul truc qu'il faut vraiment pas négliger et donner le plus possible. Si même moi des fois je le fais, mais c'est vraiment le truc à pas faire. Et ouais, du coup c'est ne pas se mettre de pression. Hein. Moi je me mettais pas de pression, mais pour compléter ce propos, c'est ne pas se comparer. Tu vois, tu parlais de l'exigence. Oui, aussi. C'est ne pas se comparer à d'autres gros youtubeurs où justement tu peux être frustré, par exemple, si ta miniature elle est pas aussi quali qu'eux, si ton montage est pas aussi quali qu'eux, sachant que eux, bah ça fait des années et des années, ils ont toute cette expertise que toi tu n'as pas. Donc c'est vrai qu'il faut revoir tes exigences par rapport à toi-même et surtout ne pas se comparer par rapport aux autres. Et pas oublier que ces youtubeurs-là, ces gros youtubeurs-là sont passés par cette case. Ça on l'oublie, pour nous on se dit mais non, on les voit là, pour nous ils sont des comme ça, mais tellement pas. Regardez leur chaîne, mettez les vidéos les plus anciennes, vous allez voir déjà le step up, et en plus la plupart, ils avaient une chaîne avant qu'ils ont mis dans les oubliettes, qu'ils ont enlevé toutes leurs vidéos, parce qu'ils assument plus. Tu vois ce que je veux dire? Et moi aussi, hein. Il y a des vidéos qui sont en privé sur ma chaîne. Hein. Ouais, c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu le nombre de vidéos. Je me suis dit, ouais, il y a des vidéos en privé sur la chaîne, t'inquiète. Hein. Disons que demain, ta chaîne elle est strike, elle est supprimée et tu dois recommencer à zéro. Ouais. Qu'est-ce que tu fais pour revenir le plus rapidement à là où tu es actuellement? Bah là, tu vois, je te parlais de se mettre des règles, etc. Bah c'est simple, je m'en mets aucune. Je fais plein de vidéos comme je sais. En fait, c'est simple, je reprends une chaîne à zéro. En vrai, je vais avoir le seum de fou, je t'en mens pas. Je serais dégoûté. Les vidéos que j'ai déjà en stock qui sont sorties, si j'en ai encore que j'ai pas supprimé, bah je les ressors sur mon PC, tu vois. Je les reposte. Je fais une vidéo, non, en vrai, première vidéo, je me suis fait bannir du YouTube. Je pense que même avec 0 abonnés, la vidéo elle peut faire 100 000, 200, 300 000 vues. Tu vois, juste parce que je mets ma tête sur un minia et voilà, avec le logo YouTube banni et basta, tu vois. Je fais un TikTok pour dire, alors je n'utilise pas TikTok, hein, mais je fais un TikTok pour dire j'ai été banni, voilà, et basta. Et après j'enchaîne pour reprendre des abonnés. Je me force à faire des shorts, je pense, parce que les shorts c'est d'une puissance mais monumentale pour gagner des abonnés, mais tellement plus que des vidéos. Et puis voilà, je pense que je remonterai en vrai. Hein. Je remonte. Hein. Et t'as pas cette vision du... souvent on dit ouais mais les shorts, ok ça fait gagner beaucoup d'abonnés, mais la plupart ils regardent que ton contenu court et ils vont pas regarder ton contenu long, du coup quelque part c'est des abonnés un petit peu dans le vent.
Tu peux en avoir, mais faut pas le voir comme ça. Si ton short t'a rapporté 10 000 abonnés, sur les 10 000 abonnés, t'en as 8 000 qui vont s'abonner, mais qui vont pas regarder ton format long, mais t'en as 2 000 qui vont regarder ton format long. Bon, le ratio, il est pas ouf. T'as que 20% qui va regarder ton format long parmi ceux qui sont abonnés, mais ça reste 2000 personnes en plus, tu vois. Puis si t'en fais un tous les jours, un short, et que tous les jours tu prends 500 abonnés, ah bah là, il y a 100 personnes qui vont regarder des formats longs. Ah bah là, il y a 300 personnes ici. Et petit à petit, tu grappilles comme ça. Tu te retrouves sur 365 jours, tu multiplies ça. Bah ton audience, ça va vachement augmenter quand même, hein. Et puis après, quand tu t'abonnes, t'es pas à l'abri que parmi ces 8000 personnes qui vont pas regarder ton format long de base, un jour retombent dessus, ils disent ah mais putain, YouTube l'a recommandé parce que t'étais abonné à un moment et que cette vidéo elle était un peu plus recommandée que les autres parce qu'elle a plus pété par exemple, et que la personne tombe sur cette vidéo et que cette vidéo lui plaise et qu'ensuite elle enchaîne d'autres vidéos, tu vois. Moi il y a un truc, tu vois, qu'on avait une règle avec Charles, avec Unchained, on se disait putain, faut que les vidéos en fait, quelqu'un qui tombe la première fois dessus, il a envie de regarder les autres. On avait cette exigence-là. Mon exigence même que j'ai encore là, c'est d'essayer de faire de sorte que quelqu'un qui tombe sur une des vidéos, n'importe laquelle, ça lui donne pas envie ça lui donne envie de recliquer sur une autre. Tu vois, que ce soit un abonné régulier ou un nouveau d'ailleurs. Tu vois, c'est l'exigence qu'on essaie de se mettre. À travers du coup le montage, un peu d'humour, un peu de à travers ton concept, à travers ton alors je dis script, on n'écrit pas moi j'écris pas mes vidéos, mais le script c'est en mode ta ligne dans ta vidéo, ce que tu vas dire, le petit storytelling par exemple, ça va être à travers tout ton miniat, ta miniat, ton titre, tout en vérité, tu vois. Ok. J'aimerais savoir le genre de plateforme que tu utilises pour te développer, parce que là on a parlé des shorts, je sais que tu es sur Twitch également. Déjà, qu'est-ce que tu préfères entre faire des vidéos YouTube ou faire des lives Twitch? Est-ce que peut-être t'aimes être plus proche de ton audience avec les streams, parce que ce que tu peux pas avoir dans les vidéos, chacun a ses forces et ses faiblesses. Sur quelle plateforme tu es et lesquelles que tu préfères? Alors, j'avais repris les streams sur Twitch en novembre. J'ai fait un mois de stream sur 30 jours. J'ai dû faire 23 streams. Donc, j'ai loupé une semaine, c'est tout, quoi. Tous les soirs, où j'ai streamé tous les soirs. Après, j'ai eu on va dire, j'ai eu une agression, voilà, qui s'est passée. Okay. Fin novembre, début décembre. Et en fait, après, ça a mis un gros stop à ça parce que du coup, j'ai encore une trace là. Je sais pas si ça se voit un peu. Ça se voit, ouais. Ouais, et du coup, en fait, ça a mis un stop, on va dire, à mes streams et même à mes vidéos en décembre, alors que j'étais sur un très bon rythme. Ça m'a mis un gros stop, et après, j'ai repris du temps pour moi, etc. Mais à la base, moi, j'ai repris les streams sur Twitch parce qu'à l'époque, je faisais des streams sur Twitch, j'avais pas beaucoup de viewers, évidemment. J'en ai toujours pas énormément, j'en ai avoir une 20 ou 30. Mais c'est pas ce que je cherche en streamant sur Twitch, c'est genre 20-30 personnes, mais ça va être des gens qui suivent de fou les vidéos, qui vont me suivre peu importe le jeu que je vais faire, peu importe si je suis plein écran, je suis sur Fortnite, je suis sur Valorant, etc., ils vont me suivre, ils sont dans mes délires, ils comprennent, etc., tu vois, c'est un peu la fidélité de ces gens-là, tu vois. Ouais. Et puis moi, mes live Twitch, je les publie pas vraiment non plus, tu vois. Je fais pas Instagram, j'ai je sais combien d'abonnés, j'ai plus de 30 000, je sais pas, non, ouais, j'ai 37 000 abonnés, j'ai jamais fait une story sur les 25 lives pour dire que j'étais en live, tu vois. J'ai jamais fait une story. Ouais, je le vois comme ça un petit peu Twitch aussi, moi, un petit peu comme toi. Si je cherche à avoir si je cherche à avoir du monde, tu sais, je me suis fait un kiff il y a 10 jours. J'ai pas TikTok sur mon téléphone. J'ai un compte avec plus de 100 000 abonnés, j'ai pas TikTok. Ok? Et c'est-à-dire que le compte, il est inactif as fuck. J'ai réinstallé TikTok il y a 10 jours. J'ai lancé un live en slibard dans mon lit, dans le noir. Il était 3h40 du mat. J'ai eu 300 personnes. J'étais là avec mon téléphone dans. Il y avait 300 personnes. Wesh, tu fais quoi ici? Qu'est-ce que tu fais là et tout? Je fais wesh, ça va les gars? je suis en slibard. J'ai passé 1h15 avec les gens à parler. Il y a eu 300 personnes. Gros. C'est marrant, je te parle pas au total, hein, je te parle, c'est monté à 300 viewers d'un coup.
En simultané, ouais. Mec, je ne fais pas de TikTok, je suis inactif, tu vois. Et sur YouTube, pareil, je lance un live, bah, j'ai des centaines de viewers, tu vois. Si j'arrive à faire si j'arrive à avoir le bon titre, la bonne minière, je peux monter à 1000 viewers, tu vois. Sans problème, en vérité. Mais sur Twitch, j'ai 20-30 viewers. Et pourtant, je préfère streamer là-bas. Parce que ça n'a rien à voir. Je suis là, mon chat, c'est un chat de Golemont où ils font des blagues, ils me vannent et tout. Sur YouTube, ça va être pipi caca, tu vois. Tu vas avoir, t'as de tout, en fait. YouTube, c'est lisible, il y a trop de messages. Sur Twitch, c'est, ils me font trop rire, ils me font trop passer un bon moment, tu vois. Et je me prends beaucoup moins la tête. Le problème d'un live YouTube, c'est que, faut trouver le concept, les gens, en fait, ils attendent de leur entertainment. Ils attendent un contenu, un vrai contenu. Sur Twitch, t'attends pas forcément ça. Les gens, ils ont l'habitude de la plateforme, ils savent que tu te poses sur un live, c'est chill et voilà, tu vois. Ils me voient rager, ils sont contents. Ils me voient insulter des gens sur Fortnite, ils sont heureux et voilà, tu vois. Ouais, sur Twitch, je suis d'accord. C'est beaucoup plus chill, c'est beaucoup moins programmé, beaucoup moins. C'est plus chill. Et je le vois comme toi un peu en mode, c'est plus du kiff personnel et kiff pour l'audience. C'est du kiff personnel pour toi parce que tu joues, tu te prends pas la tête et tu fais ce que t'aimes. Et la commu qui te suit, même s'il y en a moins, comme tu dis, c'est les plus fidèles et c'est ceux qui ont envie d'interagir avec toi. Ouais. Et du coup, même eux, ils sont contents d'être beaucoup plus en petite communauté. Ouais. Donc c'est hyper cool pour tout le monde au final. J'ai des messages des fois, me demandent, mais on est que 20. Je lui dis, mais sois content. Tu lances un live YouTube parce que quand je suis sur YouTube et que je reçois un nombre de messages, tu réponds pas à mes messages. Bah, excusez-moi. Il y a 300 personnes, je lis qui? Tu vois? C'est ça. Donc, quand on est 20, vous te plaignez qu'on soit que 20. Je me profitez. Moi, j'en ai plein qui sont venus sur Twitch. Enfin, je sais pas. Ouais, mais j'en ai plein qui sont venus sur Twitch parce que justement, ils avaient un peu les boules qu'on soit 200-300 sur YouTube et qu'on puisse plus, du coup, que je puisse pas lire tous les messages. Et du coup, bah, ils prennent beaucoup plus de plaisir à venir sur Twitch puisqu'on est moins, quoi. Trop bien. Et puis, tu sais, t'as YouTube, juste un dernier truc. Sur YouTube, moi, quand je vais live, je me mets un peu aussi en mode, de temps en temps, je le fais quand j'ai envie, je vais avoir un petit éclair, je me dis, putain, là, j'ai envie. Je me mets en mode de Dwagby. Je me mets vraiment, en fait, parce que YouTube, tu dois animer. Les gens, ils doivent pas se faire chier une minute, c'est la vérité. Donc, ce que j'aime faire, c'est, je lance des games et je vais pas surréagir, mais juste, je vais me laisser aller, tu vois. C'est un moment, si j'ai un sentiment de rage, bah, je vais pas me retenir, je vais rager. Tu vois. Alors que bon, si je suis tout seul et tout, bon, en vrai, je dis de la merde, je rage quand même, mais si je vais taper le poing dans la table, là, mais voilà, en vrai, je vais pas me mettre de verre, je vais pas me retenir parce que je suis en live, je vais le faire, ou je vais lancer des parties perso, c'est-à-dire les gens, je vais leur dire, allez jouer, et je vais commenter leur game, je vais me donner à fond pendant 2 heures pour les divertir de fou. Sur Twitch, je fais pas ça, hein. Les gens, ils attendent pas ça, hein. Tu vois, la différence. Donc voilà, quoi. C'est plus simple. Moi, je suis le rabat-joie du coin parce que je sais que Rekoba, lui, il veut se lancer sur Twitch. Moi, je me rappelle d'un podcast qu'on avait fait avec un YouTuber, Alex Castro, qui avait dit qu'il avait arrêté parce que je me suis lancé quand même, hein, ça m'a pas... des heures à stream. Et il gagnait rien comme argent. Et moi, je me dis, j'ai 4-5 chaînes YouTube à gérer. Je vais pas aller passer des heures sur Twitch alors que ça rapporte rien. Donc moi, je suis le côté un petit peu rabat-joie financier. Je comprends votre point de vue, passion, etc. Mais justement, pour rebondir là-dessus, comment toi, tu gagnes de l'argent entre les pubs, les partenariats, Twitch, là t'as parlé de live TikTok, je sais pas si tu gagnes de l'argent là-bas aussi, etc. Bah sans savoir, je recevais des dons, je disais merci pour les roses et tout, je faisais les gars, c'est quoi les roses? Ils disent c'est des dons. Je mets des dons, de l'argent? Oui. Ah ok, tu vois, je savais même pas, frère. Je savais même pas c'était quoi. Twitch, honnêtement, quand je live, je suis pas du tout en mode avoir des subs. Après, il y en a des gens qui l'envoient et tout. Moi, j'aime bien dire utilisez vos Prime si on a compte Twitch Prime parce que bah du coup ils dépensent pas de thunes de leur carte bancaire, c'est un sub gratuit qu'ils peuvent lâcher. Mais honnêtement, j'ai même pas de compteur de sub sur mon live, tu vois. Si j'en avais mis un moment, parce que j'avais quelques personnes qui étaient sub et je suis en mode, allez, pour qu'ils se voient sur l'écran, pour qu'ils disent, je contribue à ces 15-20 subs, je vais écrire 15 subs, tu vois. Mais sinon, autrement, je n'arrive pas du tout sur Twitch, dans les films, de faire de l'argent, parce que j'ai ce luxe aussi là, c'est-à-dire que j'ai mes sources de revenus à côté, de YouTube, du code créateur ou de sponsor, et des droits d'auteur. Mais aussi parce que je suis en mode des fois Twitch, je le voyais comme je fais des lives et de temps en temps ça peut arriver qu'il y ait une partie de ces lives qui me servent pour une vidéo, tu vois, tourner
une vidéo en live. En vérité, le podcast qu'on fait là, est-ce qu'on pourrait pas le faire sur Twitch? Tu vois, c'est ça la question à se poser aussi. C'est vrai, ouais. Donc, faire des live Twitch, parce que justement, avec une chaîne, ce qu'on faisait à l'époque, c'est il liveait le soir, on tournait la vidéo en live. Donc, il faisait un live de 6 heures, par exemple. Et au début du live, direct, ça, bonjour le chat, etc. Bon, on va tourner la vidéo et tout. On faisait l'intro en live. On faisait tout en live. Les gens voyaient tout de A à Z du tournage. Comment ça se passait. S'il y a un moment qu'on devait se reprendre, qu'on devait refaire et tout, on a failli, les gens voyaient tout. Et le lendemain, moi, je montais la nuit. C'est-à-dire, on terminait le live. Par exemple, je jouais avec lui. Montais la vidéo la nuit. Et le lendemain, on a posté. Et on a fait ça beaucoup de fois. Et donc, c'est-à-dire, le mec qui a regardé le live, il a vu le tournage. Et le lendemain, il revoit la vidéo finale, tu vois. T'avais des commentaires en mode, putain, les vrais qui étaient là pendant le live, tu vois. Et donc, en fait, on faisait une pierre de coups. Il y en a beaucoup qui font. On faisait une pierre de coups, tu vois. Bruce Granet qui fait ça dans la commu foot. On faisait une pierre de coups. Même 3 coups. Et en fait, c'est ça que je dis. Tu vois, par exemple, vous avez une vidéo podcast, comme un truc podcast, tu peux le faire en live. Ça te fait une vidéo YouTube. Ça te fait des TikTok. Ça te fait des shorts. Ça peut te faire un LinkedIn. Tu peux faire une pierre 5 coups. Et en vérité, quand t'es créateur de contenu, c'est ça que normalement on devrait penser. C'est vraiment s'élargir de fou, à mettre sa tête le plus possible partout, tu vois. Mais faut le vouloir. Et moi je le fais pas. En vrai, c'est la perfection, c'est ça le faire. Moi je le fais pas. Il y a Zach Nani aussi, il fait son Zach en roue libre en live Twitch. Ouais. Et puis la vidéo sort en entière sur YouTube. Donc, et pour moi, non, c'est vrai que votre format, totalement, il est adapté du live, totalement. Ouais. Non, après, c'est vrai. Il y a un deuxième problème. Tout à l'heure, j'ai parlé de rémunération par rapport à Ex-Castro, mais il y a le côté développement aussi, où en fait, si je me consacre plus à YouTube, par exemple, c'est que il y a une croissance là-bas. Alors que Twitch, j'ai l'impression que je dois utiliser ma fanbase et la ramener là-bas. Et du coup, j'ai pas l'impression que tu peux vraiment grandir là-bas. Et du coup, c'est pour ça que j'ai l'impression aussi de perdre du temps. Je sais pas si toi, t'as une vision différente. Bah, en fait, le problème aussi avec Twitch à se poser, c'est que c'est une plateforme où si t'es pas régulier, c'est mort. Moi, je l'ai vu sur un mois de live. Entre mes premiers lives et mes derniers lives, mes viewers, j'ai commencé, j'avais 10 viewers dès le début, quand j'ai repris, et au bout de 20 jours, j'en avais 30, tu vois. Donc j'ai triplé. Tu vois, c'est pas j'ai pris plus ou moins, j'ai fait x3. Est-ce que si j'avais pas arrêté et que j'avais pas eu ce truc d'agression, moi, je comptais continuer encore en décembre. Je comptais ne pas m'arrêter, en vérité. Si j'avais continué en décembre, peut-être je serais monté à 60. J'aurais fait un x2. Puis après 100, puis après 150. Mais là, si je relance un live ce soir, je vais avoir 10 viewers. Je repars à 0. Parce que j'ai été une question d'habitude en fait, sur Twitch. Mais d'ailleurs, même sur YouTube. Même sur YouTube, oui, sur YouTube, tu l'as. Mais sur Twitch, c'est beaucoup plus important. Tu vois. Demain, moi, si alors que j'ai pas sorti de vidéo depuis un mois et demi, 2 mois, demain, si j'ai la bonne vidéo, elle peut péter. Elle peut quand même péter. Alors, j'ai pas fait de vidéo pendant 2 mois, tu vois. Et il y a des youtubeurs Mr V qui sort une vidéo une fois par an ou tous les 2 ans. Chaque vidéo, elle explose, tu vois. Parce que tout le monde veut regarder. Bah, en soi, YouTube, tu peux quand même t'en sortir. Twitch, honnêtement, à part si t'as un un Gotha, un Amine, ou un Squeezie, un truc comme ça, si t'es petit streamer, moyen streamer, ce que j'entends, c'est quelqu'un qui va être à 500 000, 1500 viewers, voire même 2000 max. Si tu fais une absence de 1 semaine et que tu reviens, ta moyenne, elle va prendre divisé par 2, tu vois. Puis je sais qu'il y il y a des streamers qui s'arrivent, ça les impacte trop, et du coup, ils tiendraient pas psychologiquement, ils ne font aucune pause de stream. Ils streament tout le temps, ils font aucune pause dans l'année. Tu vois, s'ils s'octroient un jour de temps en temps, c'est le max, tu vois, parce qu'après, ils sont en stress de perdre leur viewer, parce qu'ils le savent. C'est le plus dur d'ailleurs avec Twitch aussi, c'est que c'est du live. C'est du live, t'es obligé d'être là, t'es obligé d'être tout le temps là. Alors que YouTube, tu peux préparer une vidéo en amont, tu peux préparer un concept en amont, donc tu peux t'octroyer 2 semaines de vacances, tu sais que t'as préparé ta vidéo avant et qu'elle va sortir pendant tes vacances. Ouais. T'es assez tranquille, tu peux gagner du temps et t'offrir du temps, mais c'est vrai que Twitch, par contre, c'est vraiment... Moi, je pourrais pas être... et pour moi, c'est un autre métier. C'est-à-dire, YouTuber est un métier, streamer est un métier, faire du vertical, du TikToker est un métier. C'est 3 métiers différents, c'est rien à voir les mêmes. Moi, je pourrais pas être streamer. Ah, c'est mort. Ah non, c'est mort. Moi, tous les jours,
tous les soirs et tu dois faire des concessions tout le temps. Non. Moi, je veux pouvoir être libre de mon temps, de faire ce que je veux quand je veux, tu vois. YouTube, t'as vraiment ce truc-là, c'est énorme, tu vois. Mais ça reste un métier différent, c'est chacun ses inconvénients. Et YouTube, le truc, tu dois créer une habitude chez les gens de te voir tous les jours de telle heure à telle heure. Tu vois, tu dois vraiment créer une habitude dans les gens, rentrer dans leur vie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, par exemple, à l'heure actuelle, Amine fait des lives GTA RP le mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir. Bah, je te garantis que ces 3 soirs-là, frérot, je suis devant le stream de 21h à 1h du matin. Toi aussi? Moi aussi, ouais. Et je veux louper aucun de ces lives. Et il m'a créé quoi? Une habitude. Voilà. C'est donc ça que tu fais le mercredi soir quand on te dit il faut faire des miniatures. Pas quand il y a la Ligue des Champions, mais le jeudi soir, en tout cas, on est là. Ouais, on est quand il y a foot, je regarde juste après le foot, je mets en rediff, tu vois. Et voilà. Ouais, pareil. On est matrixés. c'est Caleb. Ouais, mec, incroyable. Ils ont alors, c'est Netflix, frère. Mais bon. Mais du coup, tout à l'heure, t'as parlé de droits d'auteur. C'est quelque chose que tu fais en dehors de YouTube? C'est quoi? Tu fais de la musique? Non, c'est chaque créateur de contenu peut s'inscrire dans ce qu'on appelle c'est la SCAM ou bien la SACD, c'est des organismes de droits d'auteur. Et en fait, tu touches des droits d'auteur au même titre qu'un humoriste, qu'un musicien, qu'un artiste, ouais. Et donc en fonction de tes vues. Moi c'est trimestriel ou je sais pas quoi, et en fait tu gagnes t'as un revenu de droit d'auteur qui t'est dû et voilà, genre c'est tout. Redis-nous ça, la scam. Il y a beaucoup de créateurs qui savent pas, et même ceux qui sont pas créateurs savent pas en vrai. Il y a plein de créateurs qui savent pas, il y en a qui font des vues et qui le savent pas, mais en fait c'est la SACD, donc tu t'inscris, tu mets enregistre tes vidéos, etc. En fonction du nombre de vues que ça te fait, bah à la fin ça te fait plus ou moins un montant qui te revient, tu vois. Et regardez le sourire qu'il a. Il est là, le sourire. Ah, c'est exceptionnel ça. Je suis déjà sur le site là carrément. Bah vous tapez c'est la SACD, moi je sais plus sur laquelle. Alors il y en a une des deux qui est mieux que l'autre, et moi je suis chez celle qu'il faut pas. Voilà. Ouais, je suis sur celle qui est chiante. Ouais, j'ai perdu pas mal d'argent parce que bref, c'est un peu mal fait leur truc, mais du coup j'ai perdu pas mal d'argent, j'ai le seum. Mais attends. Oh, on va aller étudier ça. Moi j'ai noté SACD, l'autre je sais pas ce que c'est, mais... Attends. Parce que là je suis sur du truc, il y a SEPA, SACD, USPA... Non, c'est simple, c'est soit la SCAM, soit la SACD. Et moi, je suis chez la SACD, je crois. Ouais, j'ai pas très envie d'aller chez la SCAM, parce que en fait, si tu traduis ça en français, c'est arnaque. Donc, ouais, mais non, déjà. Attends. Mais je crois que c'est eux les meilleurs. Ok. Exceptionnel. Ouais, c'est la SCAM, c'est incroyable. Ah non, la SCAM justement. Moi je suis chez la SCAM et justement c'est SACD, c'est mieux. Bah t'as vu le blaze aussi, on va aller chez SACD. SACD c'est mieux si vous voulez les gars. Ok. Source de revenus en plus, merci. Ouais, et je crois en plus pour les petits créateurs, t'as quand même je crois que si je dis pas à vérifier, hein, mais il me semble de souvenir que t'as un minimum qui t'est dû même si t'as pas un certain nombre de vues, genre. En mode, tu t'inscris, même si tu fais pas énormément de vues, t'auras pas rien si t'as posté des vidéos, genre. C'est génial. Il me semble un truc comme ça. C'est du bon dimanche. Ça, c'est du bon dimanche. Non, mais honnêtement, ça peut aider, hein. Ça peut faire un peu plus, tu vois. Bon, on va pas te mettre en souci avec les impôts, mais juste, vas-y, dis-nous un mois, une fois, ce que t'as touché de ce truc-là, qu'on se fasse une idée. De eux? Ouais. Alors, j'ai pas touché, mais j'aurais dû. Pour mes 3 derniers mois de 2024, j'aurais dû toucher, je crois, 8 ou 2000 euros. T'es vrai, c'est Dieu. Voir, attends. Après, tu fais beaucoup de vues, mais c'était quand fin même. 2023. Donc c'est sur le dernier trimestre, ça prenait en compte, je sais pas, je devais avoir fait je sais plus combien de vues, j'en avais fait quand même pas mal en vrai, mais pas tant que ça, mais en vrai quand ça peut bien payer si tu fais beaucoup de vues, et même si tu fais pas énormément de vues, ça peut quand même te faire un petit apport.
Bah, en fait, c'est ça, parce que quand t'es petit, moyen créateur, dans tous les cas, en fait, c'est toujours ça, plus ça, plus ça, plus ça. C'est un petit peu de Twitch, c'est peut-être un petit peu de TikTok, c'est un petit peu de sponsor, c'est un petit peu de vues, c'est un petit peu de ça, c'est un petit... et du coup, ben, si tu peux en rajouter un, clairement, c'est génial. Donc, faut répondre tes sources de revenus. Moi, actuellement, j'ai pas que YouTube. J'ai aussi mon code créateur qui me rapporte de l'argent tous les mois. Donc, j'en ai 2 principales. Et de temps en temps, j'ai des prestations à droite à gauche que je vais aller aider quelqu'un pour une prod ou une réal, je sais pas. De temps en temps, j'ai un petit truc à droite à gauche, tu vois. Mais généralement, je le fais pour dépanner, pas par besoin, tu vois. Même si je prends toujours, moi, je crache jamais sur l'argent, tu vois. Moi, j'aime bien toujours aider, etc. Et ouais, je vais avoir une convention où je suis payé par-ci, une prod par-là, une OP par-ci aussi de temps en temps. Enfin voilà, tu vois. Génial. En parlant d'OP, au niveau des partenaires, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu en as déjà eu beaucoup? Comment tu fais pour les trouver? Est-ce que tu démarches? Est-ce qu'ils viennent à toi? Les deux, hein. Des fois ils viennent et des fois je démarche. Moi, j'ai déjà démarché. Après, des fois, généralement, quand je démarche, c'est pas pour ma chaîne à moi, ça va être pour d'autres chaînes, parce que j'ai fait aussi. Là, je le fais plus en ce moment, mais je vais le refaire. Mais j'ai beaucoup de contacts d'agents, même à l'étranger, en Allemagne ou en Angleterre ou en Chine, ou même en France, hein, d'agences connues. Et des fois, c'est pu arriver que j'ai bossé avec eux, etc. Donc là, on démarche, etc. Ou des fois où ils viennent à moi. Et moi, pour mes chaînes perso, ça a toujours été les marques qui viennent à moi, je crois. Hein. Ça a toujours été ça, je crois. Ouais. Et comment tu fais pour négocier avec eux? Comment tu fais pour ne pas être lésé, savoir combien tu vaux, comment tu t'estimes? Je connais les prix. C'est-à-dire, moi, quand je bossais avec Unchained à l'époque, par exemple, je gérais ses sponsors. Et donc après, t'apprends à parler avec d'autres personnes. T'apprends, des fois t'as des marques qui viennent et qui te disent on veut vous donner 3000 €, voilà, et donc t'as une autre marque qui revient 3 jours plus tard et qui dit on veut vous donner 500 €, tu dis là il y a un problème, tu vois, il y en a une qui me dit 300 €, 500 balles, et l'autre elle me dit 3000 € pour la même chose. C'est peut-être que celle qui a 500 € elle se met pas sur les prix, tu vois. Et donc à un moment donné tu peux pas te sous-vendre non plus, parce que la personne qui t'a vendu à 500 €, si un jour elle travaille sur une autre marque et qu'elle sait que cette marque-là, t'as toi aussi travaillé avec elle, et que là c'est des 3000 €, ils disent putain, mais nous on a payé 3000 €, toi tu l'as à 500 €, on s'est fait arnaquer, tu vois. Faut être cohérent. En fait, tout le temps, dans le marketing, faut être cohérent, parce que d'agence en agence, de marque en marque, les gens ils démissionnent, ils vont chez un autre, ça tourne, tu vois, et tout le monde se connaît un petit peu dans les agences, donc tu dois être cohérent tout le temps sur tes prix aussi, tu vois. Tu peux pas faire de la merde. Et puis connaître tes prix, tu le sais avec le temps, en fonction de si tu fais du gaming, qu'est-ce que tu fais dans ton gaming, de ta niche, de tes stats, le nombre d'abonnés, malheureusement, même si ça veut rien dire, mais il y a des marques qui regardent le nombre d'abonnés, tu vois, alors que ça veut rien dire. Ta fréquence de vidéo, l'âge de tes viewers en fonction du produit à vendre, du pouvoir d'achat et tout ça. Ouais, mais même en fonction du produit, tu vois, si tu promouvois un jouet et que t'as un public qui a plus de 30 ans, c'est de la merde. Mais par contre, si t'as des vidéos où t'as majoritairement des enfants ou des jeunes adultes ou des ados, ça va être mieux, tu vois. Donc ouais, t'as plein de trucs, t'as plein de facteurs à rentrer en compte, qui à la fin tu t'établis un prix. Alors c'est jamais un prix fixe, c'est une fourchette, tu vois, que tu mets toujours au plus haut au départ de ta négociation, puis ensuite si elle a le budget, tant mieux. Si elle a pas le budget, tu baisses un peu, tu vois, jusqu'à ce que, pour essayer de gratter le plus de budget de la marque, tu vois. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Et aussi si vous avez des contacts dans votre niche de personnes qui sont un peu plus grands que vous, qui ont déjà eu des partenariats, n'hésitez pas à en parler avec eux pour savoir un peu leur expérience, leur retour d'expérience, c'est important. Ouais, moi j'ai des gens moi j'ai pas appris tout seul, hein, je suis très autodidacte, hein. Je suis autodidacte de fou, mais apprendre tout ça tout seul, c'est pas facile. Ouais, moi j'ai eu notamment une personne avec qui je pense, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup appris de choses, qui j'ai fait très vite confiance, qui m'a vraiment aidé de malade, tu vois.
Et ça m'a beaucoup aidé. Puis à droite à gauche, je croise des mecs qui me donnent des conseils, qui me disent ouais c'est comme ci comme ça, puis t'apprends. Hein. Voilà, c'est le partage, c'est tout. Yes. T'es muté, Nix. Ouais, mais en fait, je suis désolé pour les gens qui suivent le podcast, qui l'ont regardé depuis le début jusqu'à la 40e minute, parce que je pense que vous avez dénoté depuis la 42e minute que j'ai un sourire dans les coins des lèvres. C'est qu'on a commencé à parler de la SACD. Il est en train de s'inscrire pendant le tournage. Non, mais à ce point-là, en fait, je suis en train de me dire qu'est-ce que je rate encore. Énumère tout ce qu'on peut gagner avec YouTube. Parce que là, on a parlé de partenaires, on a parlé de SACD, on a parlé de vidéos YouTube. Bah, alors, comment encore on peut faire de l'argent en tant que créateur? Un créateur peut gagner de l'argent. Donc, du YouTube, l'AdSense, le sponsor. L'affiliation. Ouais, l'affiliation. Tu as ta marque, vêtements, restaurants, etc. Les droits d'auteur aussi. Ensuite, je dirais, en vrai, c'est tout. Hein. Parce que après, attention, il y a les sponsors et tout ça. Il y a les abonnements. Ouais, je le prends dans l'AdSense. Mais sur YouTube, c'est un peu moins. Ouais, voilà. Ouais, c'est l'AdSense qui te l'envoie quand même. Après, il y a les dons, mais. Ouais, ça reste de l'AdSense. En vrai, ouais, t'as ces 5 trucs-là. Après, s'il y a d'autres moyens. Nous, il y a je dirais les conventions. Conventions, ça en fait partie en vrai. Ah oui, ouais. C'est vrai. Moi, j'ai été, alors pas toutes les conventions, mais il y a des conventions où j'ai été payé. Donc ça peut, après t'en as pas tout le temps. Donc ça, c'est une source de revenus aussi. Les dédicaces à 35€, la vidéo d'une minute. Hashtag Thibaut in shape. La balle gratuit. Non, puis après, ouais, tu prends en compte YouTube, t'as YouTube en haut, puis après, t'as les autres réseaux qui peuvent te rapporter de l'argent aussi, tu vois. Mais il y a un truc, on va prendre ton expérience pendant qu'on y est, il y a un truc qu'on veut mettre en place sur nos chaînes foot, par exemple. C'est faire sur un site à côté, un truc genre Patreon, pour qu'ils aient accès à d'autres choses et avoir une sorte d'abonnement que tu fais payer pour du contenu supplémentaire. On va voir quel autre avantage qu'on travaille, peut-être en Discord privé, des trucs comme ça, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que ça peut être une bonne chose? Bah, en vrai, c'est... Moi, je suis personne pour vous dire en vrai si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Parce que c'est pas je connais plein de choses et tout, hein, je suis créateur aussi, mais je peux avoir l'expérience ou quoi. Mais en vrai, là, dans votre cas, c'est un peu niche. Du coup, moi, cette niche-là, je la connais pas trop. Je suis pas vraiment consommateur non plus, même si j'ai consommé. Donc, je pourrais pas vraiment dire, mettez-vous à la place d'un consommateur, est-ce que ça le ferait kiffer? En vrai, c'est ça, de savoir si c'est une bonne idée. Pour moi, c'est une question de fidélisation, en fait. Ouais. Est-ce que le membre se sent assez fidèle, entre guillemets, pour te suivre dans ces projets-là, pour pouvoir vouloir avoir un avantage, entre guillemets, être plus proche et être un peu, entre guillemets, VIP, et aussi suivant ce que tu proposes dedans, si ça l'intéresse assez pour qu'il... C'est un peu comme le sub Twitch quelque part, même s'il n'a pas forcément d'énormes avantages, là ce sera des avantages vraiment beaucoup plus ciblés et plus qu'un simple sub Twitch, mais est-ce que il se sent assez fidèle à toi et proche de toi pour te suivre, pour y mettre du budget, et est-ce que ce que tu proposes à l'intérieur est suffisant pour que ça le fasse passer à l'action, quoi? Ouais, mais c'est ça en fait, c'est exactement ça. Moi, j'aime bien prendre par exemple que quand j'ai des partenaires et tout, je choisis mes partenariats dans le sens où est-ce que ça va intéresser les gens, tu vois? Est-ce que c'est une bonne cible, tu vois? C'est-à-dire que j'ai refusé des sponsors où je leur ai dit franchement, c'est pas le public, tu vois. Genre, ça pouvait être un truc de pas Revolut, mais un truc qui ressemble à ça, tu vois, sans citer le nom. Et je leur ai dit, bah là, non, parce que c'est un truc de finance et tout. Alors, il y a peut-être un gros billet à se faire, hein, honnêtement, ou même des trucs de casino en ligne. Hein. Ça, c'est des trucs, tu peux vraiment te mettre très très bien. Hein. Et je leur ai dit non, tu vois. Parce que déjà, avec trucs de casino en ligne, par exemple, je vais pas promouvoir ça. Et de deux, c'est pas le public, tu vois. Les gens, ils vont regarder des vidéos gaming, Fortnite, Minecraft, ou des potes faire les cons à la villa. Pareil, les gars, faites du casino, ils ont jamais vu, j'ai jamais fait de casino. Enfin, c'est quoi ça, tu vois. Je vais me prendre une sauce après, parce qu'il y a plein de jeunes, donc c'est mort. C'est mort, et même moi, tu vois, j'avais pas envie de promouvoir ça. Donc, ouais, bien connaître ta communauté,
Est-ce que ça va les intéresser? Est-ce que toi ça t'intéresserait d'un point de vue extérieur? Est-ce que toi, si t'étais abonné à ce que tu faisais, tu suivais bien? Est-ce que toi, ça te donnerait envie de lâcher ces 5 balles, par exemple? Je sais pas combien vous voulez mettre, mais est-ce que lâcher cet argent-là pour avoir accès à ça serait intéressant, tu vois? Faut se mettre à la place du viewer. C'est comme quand on regarde cette vidéo après. Faut se mettre à la place du viewer. Est-ce que y a un moment où je m'ennuie? Est-ce que c'est assez linéaire? Est-ce que ça monte, ça descend? C'est se mettre à la place du viewer et avoir un regard critique sur ce qu'on fait. Ok. T'as parlé de quelque chose qui m'a qui m'a interpellé au vu de la période dans laquelle on est. Tu viens de parler de prendre des sauces. On a vu le streamer Ravus qui se prend une sauce depuis des jours. C'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Non. Est-ce que t'as peur de ce genre de choses? Est-ce que tu fais encore plus attention quand tu postes une vidéo? De pas froisser X ou Y, parce que lui c'était une cible spéciale, mais en fait il y a plein de gens que tu peux froisser. Est-ce que ça t'embête? Parce qu'une fois qu'on a une grosse audience, on peut se dire que on peut perdre tout du jour au lendemain avec une blague. Ouais, alors moi pas vraiment, parce qu'en vérité j'ai la chance d'être sur YouTube et que la majorité des sauces se font sur X, sur alias Twitter. Qui se considère que j'utilise depuis 2015, que j'adorais jusqu'au confinement, et qu'après, à partir du confinement, c'est devenu le tribunal, c'est tout le monde est avocat, tout le monde est juge, tout le monde a le savoir, tout le monde a la vérité, et ça a perdu de ce que c'était avant, et quand t'as des mecs qui prennent des sauces, tout le monde s'acharne sur eux, tout le monde, il y a pas de modération, c'est n'importe quoi, donc moi, en vérité, je veux dire un truc, c'est que j'ai la chance d'être sur YouTube. Demain, je prends une sauce sur Twitter. Les gens qui me regardent sur YouTube, ils en ont rien à foutre. Enfin, ils sont pas sur X. Hein. Moi, je pub pas mon Twitter. Je parle pas de Twitter dans mes vidéos, tu vois. Genre, ça a rien à voir, tu vois. Et du coup, c'est pas les mêmes utilisateurs. Moi, ils en ont à foutre. Et du coup, je continuerai, je ferai. Si, par contre, je suis en tort dans ce que j'ai fait, dans ma sauce, je le reconnais. Hein. Je reconnais mes torts, moi, par contre, tu vois. Moi, je m'excuse, etc. On me dit, ouais, t'as été raciste, misogyne, j'en sais rien, comme lui. Et si je regarde ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, je suis en mode, ah ouais, c'est vrai, là, je reconnais, tu vois. Les gars, c'est pas moi, j'ai merdé, je m'en suis pas rendu compte, basta, fin, tu vois. Et donc, moi, j'ai jamais eu peur de prendre de sauce, alors que on a connu des trucs de sauce, même avec une chaîne à l'époque, on a eu des trucs, des dramas qui sont tournés et tout. De coups montés qui nous sont tombés dessus et honnêtement c'était en été 2021, c'était donc il y a 3 ans et demi, ça a mis une sauce de malade avec des vidéos, des TikTok, on fait des millions de vues sur Twitter, sur et même sur YouTube, du coup sur YouTube, sur Twitter, sur TikTok et tout, c'était chaud à gérer. Donc je l'ai vécu un petit peu, même si c'est pas moi qui prenais des sauces, mais dès que je prenais la parole pour le défendre, et je prenais des sauces derrière. Mais c'était pas moi directement qui me faisais attaquer, mais ça m'avait quand même fait bizarre parce que je suis en mode ah ouais, là je sens ce que c'est prendre une vague de haine et d'harcèlement, tu vois. Donc je sais ce que c'est et c'est pas agréable, hein, mais après chacun a ses sensibilités, chacun arrive à avoir un détachement. Moi je prends vraiment tout ça avec extérioriser tout ça. Tu vois, je suis loin, Twitter c'est pas la réalité, frérot. Ouais, c'est ça aussi. Mon téléphone il est éteint. Je vais dehors, il pleut. Sur Twitter, il pleut pas. Voilà, c'est tout. Ouais. Non, ce réseau, il est devenu horrible. J'ai envie de le désinstaller, mais je peux pas parce que c'est ma source d'information. Ouais, moi aussi, pareil. C'est la seule raison pour laquelle je le désinstalle pas, mais plus chaque jour passe et plus j'ai envie de le désinstaller parce que je vois trop de haine. C'est là que tu vois c'est fort ce qu'ils ont fait quand même. Tout est politisé aussi. Ah ouais, totalement. Là, tu vois, il y a eu la Star Academy, là. Ouais, une blanche contre une noire. Ok? Ouais. C'est la blanche qui a gagné. Qu'est-ce que disent les gens de droite sont heureux, ouais, let's go et tout. Les gens de gauche, ouais, c'est parce qu'elle est noire qui a pas gagné, mais vous pouvez juste arrêter avant même les résultats. Avant même les résultats, il y a des députés LFI qui ont utilisé ça pour dire faites gagner la noire, etc. Enfin, de tout le temps tout politiser
Et on nous parle de... Déjà, je veux dire, le premier combat contre le racisme en 2025, c'est d'arrêter de faire ce genre de comparaison et d'arrêter de parler de racisme aussi. De dire, de faire ces trucs d'yeux. Mais est-ce qu'il aurait... Non, mais il y a plus de blanc ou de noir, de arabe, de je sais pas quoi. Genre, stop, tu vois. Genre, des fois, on se pose dans des... En fait, le racisme, les gens vont vouloir combattre le racisme, mais ils vont l'amener eux-mêmes. Tu vois, dans des moments où il n'y a pas nécessité à en parler. Tu vois ce que je veux dire? On est là dans un... C'est un Starac, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, garder ce combat-là pour des vrais faits. Parce qu'il y a des vraies choses qui se passent qui, là, on mérite d'en parler, de dénoncer, de débattre dessus. Mais franchement, c'est ridicule. N'importe quel sujet est revu et moi, j'en ai marre. Moi, j'en ai marre de ce réseau. Tout est politisé, ça me pète les couilles, voilà. Mais tout le monde en a marre. Mais comme t'as dit, par exemple, moi, des fois, le matin, je me réveille, je prends mon téléphone, tu vois un truc, vas-y, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Oh, idée vidéo. Ah ouais, tu dis, oh, je vais tourner ça aujourd'hui. Ouais. Et voilà. Du coup, la routine, elle a installé. Bah ouais. Ben ouais, c'est ça. Mais ouais, donc on compose avec, hein, mais c'est clair que c'est un réseau qui est devenu très très néfaste. Et il faudrait idéalement trouver une autre source d'information. Moi là, par rapport à la niche foot, du coup, notre source d'information, moi j'ai pris Foot Mercato, donc j'ai les infos un peu dessus. Mais c'est vrai que sur Twitter, t'as des journalistes différents, des infos différentes, en pagaille. Donc c'est quand même mieux. Mais c'est là que tu vois que c'est fort ce qu'ils ont commencé, ce qu'ils ont mis en place. À partir du moment où tu détestes l'appli, de ce qu'elle est devenue, que t'as envie de la supprimer, mais que t'y arrives pas, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, c'est qu'ils ont réussi leur coup. Ouais, tu sais, moi, quand j'ai grandi en étant adolescent, collège, lycée, je commençais à m'intéresser à la politique et tout, à regarder des débats, peu importe qui c'était, tu vois, des gens de la gauche, centre, à la droite, je regardais tout ça, même quand on commençait à être jeune, à grandir, ça m'intéressait de plus en plus. Et puis ouais, dès le moment où Twitter a pris ce virage politique après le confinement avec gilets jaunes et tout, c'est après gilets jaunes, je trouve que ça a aussi peut-être avant le confinement, après les gilets jaunes, que Twitter c'est devenu ultra politisé et cancer comme ça. Et à partir de ce moment-là, je dis la vérité, ça m'a dégoûté de la politique. Les gens n'ont plus cette vision-là. Tout est extrémiste, de gauche ou de droite, tout est. C'est qu'une histoire de propagande de partout. Ouais, en fait, à chaque fois, c'est des agendas, exactement. des combats, Et moi, ça me pète les couilles. C'est pas ça la politique. C'est du bien commun. C'est comment on fait pour avancer tous ensemble avec des idées différentes. Réfléchissons, tu vois. Et mais les politiques sont aussi. C'est eux les coupables. Quand on voit comment ils se comportent entre eux, frérot. C'est une dinguerie, frère. Bah, en soi, quand je regarde ça me rappelle ça me rappelle le foot. Et quand je vois la politique, c'est devenu aussi bas que les supporters que les bagarres. C'est comme les bagarres de foot. T'imagines? Toi, t'es pour Marseille, moi, je suis pour Paris, par exemple. On se croise dans le rue, on se tape parce qu'on n'a pas le même club. Mais t'imagines le délire des gens? Mais c'est exactement ça. C'est les mêmes débats où tu vois, par exemple, Real, Barça. Il y en a un qui va dire on est plus avantagé par l'arbitrage, il va te sortir un truc de 2004, après tu vas te sortir un truc de 2009, mais il va défendre la chose, mais quand ça va lui arriver à lui, il va dire oh non, bah en fait c'est normal, mais la même chose chez l'autre personne, c'est pas normal, et c'est exactement pareil qu'on voit tous les jours sur Twitter. Ou même les débats sur la tenue des joueurs de l'équipe de France quand ils arrivent au rassemblement, etc. Tu vois, c'est ridicule. En fait tout est devenu puis en fait ce réseau donne trop pas la libre parole, mais comment dire, en fait t'as 100 abonnés, tu peux faire un tweet qui fait tout le monde a envie de faire son tweet dans le mois qui a fait 1000 likes, 2000 likes, tout le monde a envie de faire son tweet de buzz pour flex, alors que mais casse-toi, frère, on s'en fout, genre t'as un random qui utilise Twitter, si t'es créateur de contenu, t'es tweetos, t'es un journal, je sais pas, oui, ok, je peux capter. Mais frérot, quand t'es là pour faire du drap, et en fait, c'est des centaines de milliers de personnes d'utilisateurs qui sont comme ça, et ça rend l'application à la misérable maintenant. Ouais, on va essayer de trouver une solution pour s'en débarrasser. Théo, pour conclure ce podcast, c'est quoi la suite pour toi idéalement? Quels sont tes projets? Donc tu peux parler. Ouais, bah en vrai, j'ai pas grand chose. Bah là, comme je dis tout à l'heure, j'ai un peu spoil au début, mais j'en ai jamais parlé. C'est faire un petit peu ma propre mini agence avec un ami associé. Je dirais pas son nom parce que je sais pas s'il veut que ça se sache publiquement.
de marketing et de production qui aurait pour but de, en gros, les productions sur YouTube maintenant, si vous voulez, on voit des grosses productions de Joyka, Squeezie, machin et tout, mais si vous saviez les prix derrière. Ah bah. Et donc il y a une demande aussi de créateurs qui ont des moyens, mais pas énormément de moyens, qui peuvent se permettre de mettre que, ça va en être certains, mais 2-3 000 euros ou 1 000 euros dans une prod. Il y en a, enfin, c'est énorme quand même. Non, c'est dans la prod, c'est rien du tout, 2-3 000 euros. Mais quand tu vas contacter les gens qui font les vidéos de Joyka, Squeezie, machin, et eux, pour ce budget-là, ils peuvent pas te faire grand-chose. Et donc, moi, mon objectif, c'est d'arriver et de dire, ok, t'as que 1 500 euros, c'est quoi ton idée? Ok, je vais essayer de te la faire pour 1 500 euros, tu vois. On va essayer et en fait, pas passer pour une boîte de prod, mais passer par des indépendants. Donc, si t'as besoin d'un ingé son et tout, bah, moi, je connais un ingé son, je vais pas marger dessus. Donc, tu vas juste payer que lui, tu vois. Parce que les boîtes de prod, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup, ils vont appeler des prestataires et tout. Ils vont marger sur le prestataire, il va dire, moi, je veux 300 euros ma journée. La boîte de prod, elle va facturer 500 euros à l'autre, tu vois. Et donc, parce que aussi, t'as la TVA et tout qui rentre en compte. Moi, il n'y a pas de TVA parce que je suis auto-entrepreneur et mes potes aussi. Donc, c'est essayer de réussir à trouver ça, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas énormément de budget, mais qui ont un budget de prod quand même, qui veulent faire des trucs, et bah réussir à les mettre bien et faire des trucs, tu vois. Et moi, j'adore ça. Moi, faire de la réal et de la prod, j'adore ça. Très bonne idée. Je pense que ça va être sympa. Non, il y aura de la demande. Les vidéos YouTube, évidemment. Je suis en train de je suis en remise en question sur qu'est-ce que je veux faire, etc. Et je pense que là, incessamment sous quelques jours, voire peut-être quelques heures, ça peut bouger. Il y a eu du spoil. Les amis, merci d'avoir suivi le podcast le plus rentable de l'histoire de Créateurs de Succès. Merci. Là, ça c'est dit, j'arrive. Ouais. J'arrive. Attention. Après, voilà. C'est pas rétroactive très longtemps. Hein. Si vous inscrivez là, vous serez accepté demain, je pense, parce qu'aujourd'hui, on est dimanche. Et donc, c'est sur les vues des 3 derniers mois. Voilà. Ok. Non, mais c'est super. En vrai, c'est super pour les petits créateurs, les moyens créateurs et tout. Franchement, c'est top. Donc, et vous pouvez parler avec eux par mail. C'est pas des robots, c'est des gens. Voilà. Ok. Il va y avoir une demande de description de Nix, une de Rekoba. Donc, vous allez avoir du boulot demain. Vous pouvez faire un partage des revenus aussi. C'est-à-dire en mode, je sais pas, si par exemple, moi si j'ai quelqu'un par exemple, moi je suis avec quelqu'un sur ma chaîne, on est deux, on peut mettre 50-50 en part de revenus, tu vois. Et on peut mettre des pourcentages différents. Ouais. Ok. C'est parfait ça, nickel. Parfait. Je peux ajouter des associés, voilà. Exceptionnel. Comme quoi, c'est ce qu'on disait dans le podcast, hein, parler avec chacun, etc. Mais bien sûr. Plein de choses et. Bien sûr. Oui, la dernière fois, on avait eu. C'est Julien Malara qui a été passé. Il nous avait dit qu'il avait créé une structure au niveau associatif pour créer des vidéos et tout, et qu'au final il y avait des subventions, etc. Mais il y a plein de choses qu'on sait pas. Et eux, ils peuvent subventionner, ça existe. Hein. Ouais. J'espère que vous apprenez des choses en regardant ce podcast. Likez, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Peut-être que celui d'après sera encore plus rentable. On sait pas si ça se trouve. Quand t'es créateur de succès, t'as des billets gratuits pour Dubaï. Je sais pas, quelque chose comme ça, on verra bien. Abonnez-vous, likez. Et merci Théo d'être passé. Avec plaisir. Merci les gars, c'était cool. Voilà, faites-vous kiffer et abonnez-vous. Merci de nous avoir regardés. Si t'as aimé cette vidéo, t'aimeras aussi celle sur Esprit Dog, comment ils ont construit un empire à partir de leur passion pour les chiens, ou celle de Alex de Castro qui vit de sa passion pour le foot, et ça depuis Tokyo. Like et abonne-toi pour ne pas rater les prochains épisodes.